Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cédric Jubilard a été condamné à 30 ans de prison. Il va faire appel. Après 4 semaines de procès devant la cour d'assises du Tarn à Albi, il a été reconnu coupable le vendredi 17 octobre, coupable du meurtre de son épouse Delphine, née Delphine Ossagel. L'infirmière de nuit de 33 ans avait disparu de chez elle dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Elle n'a jamais été retrouvée. Code Source vous raconte aujourd'hui les 2 dernières semaines du procès avec Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien. Il couvre cette affaire depuis le début et il a rencontré tous les protagonistes du dossier, y compris Cédric Jubilard, avant son placement en détention provisoire en juin 2021. Ronan Folgoas, vous nous avez raconté dans un précédent Code Source les 2 premières semaines du procès. On reprend donc ce récit le lundi 6 octobre. En résumé, jusqu'ici, quelle a été la stratégie des avocats de la défense de Cédric Jubilard ? Une stratégie extrêmement offensive. Maître Emmanuel Franck et Maître Alexandre Martin ont tenté de diffuser l'idée que les gendarmes auraient mené une enquête exclusivement à charge, orientée sur Cédric Jubilard et seulement sur Cédric Jubilard, et puis après montrer que ce dossier ne tenait pas, et qu'il était absolument vide de charge, et que ces indices récoltés par les enquêteurs ne valaient rien. Le lundi 6 octobre, l'amant de Delphine, celui avec qui elle espérait refaire sa vie après avoir quitté Cédric Jubilard, vient témoigner à la barre. On avait surnommé cet homme l'amant de Montauban. Il se prénomme Donajan et il explique ce qu'il s'est passé juste avant le 15 décembre 2020. Il venait de dire à sa femme, Cathy, qu'il comptait partir vivre avec Delphine. Ronan, c'est une période où les 2 amants voulaient clarifier les choses. C'est exactement ça, tout devient clair et limpide du côté de Donajan. Sa compagne connaît l'existence de Delphine et Cathy va demander à Delphine d'attendre avant de lui prendre sa place, d'attendre au moins les fêtes de Noël. C'est un pacte d'une grande dignité qui se scelle très rapidement entre ces 2 femmes. La défense de Cédric Jubilard va souffler l'idée que c'est presque trop beau pour être vrai, qu'il y a là peut-être une partie de dissimulation, voire de stratégie de la part de Cathy, qui aurait pu donc au bout du compte décider de s'en prendre à Delphine et de supprimer sa rivale. Cette théorie n'a pas du tout prospéré, elle a été envisagée par les enquêteurs, mais Cathy a passé la nuit du 15 au 16 décembre chez elle, à son domicile près de Montauban, à près de 80 km de Cagnac, avec Donajan, l'amant de Delphine. Et d'un mot, Donajan pense que Delphine a pu faire la même chose ce soir-là avec Cédric. Elle lui a peut-être annoncé qu'elle voulait le quitter. C'est son intuition, il n'a pas de certitude à ce sujet. Delphine, par exemple, avant de disparaître, ne lui a pas dit qu'elle allait parler à Cédric ou qu'elle l'avait fait. Mais oui, peut-être que Delphine s'est exprimée, elle a peut-être lâché une phrase, rien qu'une phrase, à Cédric ce soir-là, ce 15 décembre au soir. Ce qui permet de le penser aussi, c'est cette phrase entendue par Louis, le fils aîné des Jubilard, qui explique avoir entendu son père, vers 23h, dire à sa mère « alors comme ça, on va se séparer ». Justement, Ronan Folgoas, le même jour, donc le 6 octobre, la gendarme qui a auditionné Louis, l'aîné des Jubilard, vient témoigner à l'audience. Elle a procédé à plusieurs auditions de l'enfant qui avait 6 ans au moment des faits. Et à un moment, il a pu décrire la dispute entre ses parents avec 2 jouets. Oui, elle explique lui avoir donné une poupée Barbie et une poupée Ken, censée imager sa maman, Delphine, et son père, Cédric. Et il va, comme ça, à l'aide de ces 2 poupées, montrer que ses parents se sont pris par les épaules et sont attrapés, comme ça, et l'un et l'autre par les épaules. Et c'était un moment saisissant, troublant de voir aussi cet enfant participer à la manifestation de la vérité dans un contexte aussi tragique. Comment se défend Cédric Jubilard après le témoignage de la gendarme ? Alors Cédric Jubilard, c'est simple, lui il dit que cette dispute n'a pas existé, en tout cas pas ce soir-là. Que lui, il était dans sa chambre, il dormait, et que par définition, Louis se trompe,
Et il va expliquer à l'audience, pour la première fois, il n'en a jamais parlé au cours de l'instruction, que cette dispute, oui, elle a pu exister, mais 2 ou 3 jours plus tôt. Il ne se souvient plus très bien, c'était en revenant du travail. Il n'est pas capable d'expliquer le motif de cette dispute, mais pour lui, voilà, elle doit exister, mais 2-3 jours plus tôt. Le lendemain, au 10e jour de ce procès, un témoignage était très attendu, Ronan Folgoas, celui du voisin d'en face des Jubilard. Il affirme que le matin de la disparition, la Peugeot 207 de Delphine n'était pas garée dans son sens habituel, qu'elle était garée capot vers le bas dans cette rue en pente, dans le sens opposé de la veille. Ça sous-entend que la voiture aurait été utilisée pendant la nuit. Pourquoi ce voisin est aussi formel ? Il a un souvenir très précis, parce qu'il va expliquer qu'en s'installant au poste de conducteur de son Renault utilitaire, donc légèrement surélevé par rapport aux voitures lambda, eh bien, il va avoir un point de vue qu'il n'a pas habituellement sur cette Peugeot 207. Il va observer les sièges auto. Ça le perturbe sur le moment parce qu'il dit habituellement je la vois pas comme ça, cette voiture. Cette voiture ne se stationne jamais dans ce sens-là. C'est en tout cas ce qu'il vient expliquer à la barre de la cour d'assises. Il y avait aussi une histoire de distance avec la voiture de Delphine qu'il avait bien repérée la veille. Effectivement, il explique à la barre que non seulement cette voiture aurait changé de sens, mais qu'elle est collée près de son camion, alors qu'il avait laissé la veille au soir, vers 20h45, en rentrant du travail, suffisamment d'espace pour pouvoir démarrer directement en marche avant et quitter sa place de stationnement. Là, il est obligé de manœuvrer, de reculer, pour ensuite pouvoir se dégager. Et donc ça lui fait dire que non seulement cette voiture a changé de sens, mais en plus elle a bougé sur cette place de stationnement. Ronan, en cherchant à se défendre, Cédric Jubilard, à ce moment-là, se place dans la peau du meurtrier. Oui, il explique que si jamais il avait dû commettre le crime dont il est accusé, il n'aurait pas commis ce genre d'erreur. Et donc c'est particulièrement troublant dans la bouche d'un innocent qu'il prétend être. Et ça trouble beaucoup le public et les observateurs sur le moment. Il y a un autre témoignage important, celui d'une voisine que connaissent très bien les Jubilard. Les enfants la surnomment Mamie Olga. Cette femme, Olga, a entendu Cédric Jubilard le matin du 16 décembre 2020 dire quelque chose de tout à fait particulier. Elle va livrer une anecdote qui est datée du 16 décembre au matin. On est donc là quelques heures seulement après la disparition de Delphine. Et elle va expliquer qu'elle voit, en étendant son linge, à 2 mètres d'elle, parce que leurs terrains sont contigus, ils se touchent, elle a une vue directe sur la maison. Et elle voit Cédric Jubilard trépigner, visiblement très énervé, et qui tape du pied sur le sol en répétant, selon elle, « Je voulais pas ça, je voulais pas ça ». Et avec une voix comme ça qu'elle est capable d'imiter, qui peut laisser à penser, voilà, que Cédric Jubilard regrette éventuellement le geste qu'il a commis. Bon, ça, c'est une interprétation évidemment possible, puisque Olga n'est pas capable, dans son témoignage, de donner plus de détails. Elle a ce souvenir-là très présent, et elle explique que dans un deuxième temps, toujours dans cette matinée, alors que les gendarmes sont venus chez les Jubilard, elle a proposé son aide, elle et son mari, à Cédric Jubilard. Et là, elle a essuyé une réaction très vive de Cédric Jubilard, qui aurait dit à ce moment-là « Mais moi, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de vous, j'aurais jamais besoin de personne ». Une réaction qui peut être mise sous le coup du désespoir, du stress intense, mais qui peut aussi être interprétée différemment, celle d'un homme plus seul que jamais, qui vient de perdre sa femme, qui sait qu'il ne la reverra plus. C'est une autre explication possible. Le jeudi 9 octobre, une ancienne petite amie de Cédric Jubilard, une femme qu'il a rencontrée en prison et avec qui il a eu une liaison amoureuse, témoigne en visioconférence. Ronan Folgoas, cette femme prénommée Jennifer, affirme que Cédric Jubilard lui a fait des aveux en prison en plusieurs fois. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle explique qu'elle est allée au contact de Cédric Jubilard dans le cadre de parloirs à la prison de Seyss, donc à partir de novembre 2024 et jusqu'au mois de juin 2025, avec une interruption parce qu'ils vont être surpris pendant un acte sexuel qui n'est pas toléré par l'administration pénitentiaire. Donc ils vont être privés comme ça de contact physique pendant quand même 4 mois entre décembre et le mois de mars. Mais à la reprise des parloirs, au mois d'avril, Cédric Jubilard, par petites touches, au fil de plusieurs parloirs successifs, va lui faire des aveux. Cédric lui dit « Non mais ne viens pas au procès parce que tu vas entendre des choses horribles sur moi.
Et là, Jennifer demande « Mais qu'est-ce que tu peux me dire ? C'est toi qui l'as fait ?» Et là, Cédric va avouer, d'après le récit que fait Jennifer, va avouer les faits, va donner de nombreux détails sur l'étranglement qu'il aurait fait subir à Delphine en mimant le geste avec ce coude qui serre le cou de Delphine et puis la main qui s'appuie sur le front de Delphine. Le vendredi 10 octobre, au 13e jour d'audience, les avocats des parties civiles soumettent Cédric Jubilard à une série de questions. C'est un moment du procès qu'on appelle l'interrogatoire récapitulatif. Ils lui demandent notamment s'il reconnaît avoir été violent avec son fils Louis et avec son épouse Delphine. Alors Cédric Jubilard est capable de s'attribuer les pires qualificatifs, ça ne lui pose aucun problème. Il est capable de dire qu'il est un vulgaire personnage, qu'il est un très mauvais père. Ça ne lui pose pas de problème. Il est capable de le dire, il est capable de reconnaître que oui, il est violent, il a été violent avec son fils et qu'il a reproduit probablement ce qu'il a subi dans son enfance. Ça, il est capable de le faire. Et concernant Delphine, alors il est capable de reconnaître cette forme de violence psychologique qui consistait à rabaisser son épouse, à l'insulter régulièrement. En revanche, il conteste dans un premier temps toute violence physique et puis, quand on va lui faire observer qu'attraper Delphine par les épaules et la secouer, c'est déjà une violence physique. Alors là, il dit « Ah d'accord, alors si ça c'est une violence physique, bah d'accord, oui, j'ai commis des violences physiques. » Mais il conteste toute gifle, tout coup de poing, par exemple. Voilà comment il se défend. À ce moment-là, Cédric Jubilard est interrogé sur cette phrase lancée à sa mère, Nadine, et qu'elle a rapportée ensuite aux enquêteurs. Je cite « Elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer, et personne ne la retrouvera. » Oui, cette phrase est datée de 2-3 semaines avant la disparition de Delphine. Et cette phrase qui va être confirmée à la barre de la cour d'assises par Nadine elle-même, elle est terrible, elle crée un effet dévastateur parce que cette première partie de phrase peut, à la limite, s'entendre quand elle est prononcée sous le coup de la colère, mais là, Cédric Jubilard va beaucoup plus loin parce qu'il envisage un enterrement de sa femme dans un lieu où personne ne la retrouvera. Et 5 ans plus tard, précisément, personne n'a retrouvé Delphine Jubilard. Donc cette phrase, elle pèse extrêmement lourd. La dernière partie est contestée pendant ce procès par l'accusé, mais elle est confirmée par sa mère. Donc ça crée un effet assez dévastateur pour Cédric Jubilard. Et au cours de l'audience, la mère de Cédric Jubilard avait expliqué par ailleurs pourquoi son fils avait très peur de perdre sa maison avec le divorce qui se profilait. Cette maison de Cagnac-les-Mines, cette maison sans crépi, avec un jardin qui ressemble à un dépotoir et voilà, des finitions qui laissent vraiment à désirer, cette maison, elle est très importante aux yeux de Cédric Jubilard. Lui qui a été ballotté de famille en foyer d'accueil, qui a finalement eu une adolescence de sans domicile fixe, il avait trouvé dans cette maison de Cagnac-les-Mines quelque chose de fondateur. Et elle va dire, Nadine Jubilard, que cette maison, c'était son statut familial, son statut social et son statut d'homme. Voilà comment elle définit l'importance de cette maison pour son fils. Le lundi 13 octobre, c'est la deuxième partie de l'interrogatoire récapitulatif. Et au cœur des débats, il y a cette question. Delphine a-t-elle pu sortir de chez elle ce soir-là ? Pendant l'enquête, Cédric Jubilard a toujours expliqué que Delphine avait sorti les chiens le soir du 15. Problème, tous les témoins affirment que c'était Cédric qu'il voyait passer chaque soir, qui s'occupait des chiens. Ronan Folgoas, c'est un point capital pour sa défense, puisqu'il dit que Delphine est partie d'elle-même ce soir-là, ou a été enlevée, justement en sortant les chiens. Il donne le sentiment d'un homme qui cherche à contourner l'idée que non, ce soir-là, en fait, Delphine, elle est restée chez elle et elle n'avait aucune raison de ressortir. Et au contraire, diffuser l'idée que elle était peut-être ressortie de chez elle, par exemple pour aller promener les chiens. Et c'est la raison pour laquelle, au procès, pour la première fois, il va, dans une improvisation assez troublante, dire qu'il avait donné la consigne à sa femme, donner la consigne de ressortir les chiens, alors que lui-même venait de les sortir pendant 3 quarts d'heure, entre 21h30 et 22h15. Donc c'était un argument quasi absurde qu'il a essayé de donner et qui se retourne immédiatement contre lui. On le rappelle, les papiers d'identité, la carte bleue de Delphine ont été retrouvés à la maison, tout comme ses lunettes
cassée. Son portable, lui, n'a jamais été retrouvé, mais il a toujours borné à proximité de la maison. Il a été déverrouillé plusieurs fois pendant la nuit. La dernière fois, le 16 décembre au matin, à 6h52. Ronan, il y a aussi une expertise cynophile, donc avec un chien, qui semble exclure un départ à pied de Delphine Jubilard. C'est ce chien pisteur qui a été mobilisé dans les premières heures de la disparition de Delphine et qui va détecter en fait une boucle pédestre, puisque vu le chemin emprunté, Delphine ne pouvait circuler visiblement qu'à pied, qui dessine une boucle autour de sa maison de Cagnac-les-Mines. Elle serait donc partie de chez elle, puis revenue sans encombre, puisqu'elle est partie de chez elle et revenue. Et cette boucle, elle date de 24 heures avant la disparition. On ne sait pas quand précisément, mais 24 heures avant. Donc ça exclut l'hypothèse d'un départ de Delphine et puis d'un rôdeur qui serait venu s'en prendre à elle à 50, 100, 200 mètres de chez elle. C'est ce que l'expertise cynophile permet d'écarter comme scénario. Ronan Folgoas, dans une cour d'assises, par moments des éléments sur la vie intime des accusés sont abordés et ce jour-là, Cédric Jubilard est interrogé sur sa consommation de vidéos pornographiques. Il en consomme chaque soir dans les jours qui précèdent les événements et un avocat lui demande pourquoi il n'en a pas regardé le soir de la disparition, le 15 décembre. Il a une explication d'une désinvolture assez troublante parce qu'il dit bah voilà, moi ce soir-là j'en avais pas envie. Ce soir-là j'étais fatigué, j'avais travaillé toute la journée, j'avais posé du parquet flottant et il a cette formule, il dit le parquet ça m'a claqué. Évidemment l'autre interprétation c'est qu'il a la tête à autre chose, qu'il s'est passé peut-être quelque chose de très grave et qu'il est impliqué dans le meurtre de sa femme et que oui dans ce contexte-là il n'a pas eu la possibilité ou l'envie là pour le coup de regarder du porno. Et puis on lui fait observer aussi qu'il reprend ses habitudes dès le lendemain, alors qu'il vient de passer une journée complète entamée selon lui vers 3h45 dans un contexte stressant qu'on imagine. Sa femme a disparu, il a été entendu par les gendarmes, il a été examiné par le légiste. Et là, il reprend cette habitude de consommer du porno et il va expliquer très tranquillement d'ailleurs que bah non, cette journée n'était pas si fatigante que ça. Que oui, c'est une journée dense, ça il le reconnaît, mais qu'elle n'était pas aussi fatigante qu'on veut bien le croire. Ronan Folgoas, la fin de cette journée d'audience est marquée par la lecture qui peut sembler désastreuse pour l'image de l'accusé, lecture d'une lettre de son fils, Louis, qui raconte d'abord les violences que son père lui a fait subir. C'est l'avocate Malika Ashmani qui représente la défense des intérêts des enfants Jubilard par l'intermédiaire d'une administratrice. Et donc elle lit cette lettre qui a été écrite par Louis dans le courant du week-end, parce qu'il est animé par une grande colère à l'égard de son père. Il pense que c'est son père qui a commis l'acte dont il est accusé. Et il explique voilà, les violences subies qu'il n'avait pas encore forcément exprimées. Il explique par exemple que son père l'a frappé tellement fort une fois qu'il a heurté la table du salon et qu'il en a perdu une dent. Dans cette lettre, Louis donne aussi des détails sur le soir du 15 décembre, cette dispute qu'il a donc décrite, et il explique que sa mère portait des lunettes, selon lui, élément important puisque les lunettes cassées de Delphine Jubilard ont été retrouvées dans la maison. Louis précise aussi que Cédric Jubilard ne s'est pas occupé de lui ni de sa petite sœur après la disparition de leur maman. Oui, il explique qu'ils sont partis vivre chez sa mamie et son papy à Carmaux, donc une dizaine de kilomètres de Cagnac, et que dans ces jours et semaines qui suivent la disparition de sa maman, alors que on peut l'imaginer accablé par le chagrin et puis des interrogations très lourdes, et bien que dans ces moments-là, son père ne s'est pas occupé de lui. Il dit il ne s'est pas occupé de moi ni de ma petite sœur et c'était très dur. Dans son box, comment réagit Cédric Jubilard ? Il ne s'effondre pas, il ne pleure pas. Il marque le coup peut-être quand même. Vous savez, nous dans la cour d'assises, on peut pas comme ça observer de très près l'expression du visage de l'accusé. On l'entend et puis on voit son corps bouger, mais au fond de lui, je ne sais pas moi ce qui s'est passé. En revanche, il va se lever et puis dire bah non, j'ai rien à dire. Je trouve ça triste. Voilà ce qu'il dit. Je trouve ça triste. Le mardi 14 octobre marque le début des plaidoiries. L'avocate d'une amie de Delphine Jubilard, née au Saguel, insiste sur un point, l'absence de corps ne doit pas forcément profiter à l'accusé. Pauline Rongier, selon elle, l'absence de corps n'est pas une preuve en moins, mais une sauvagerie en plus. C'est sa formule. Elle veut expliquer, en fait, à travers ces mots, que
l'absence de corps ne doit pas être analysée comme un élément à décharge pour l'accusé, mais au contraire comme le signe d'une stratégie de dissimulation extrême et comme une souffrance en plus infligée à la famille de Delphine. Le mercredi 15, l'avocat chargé de la défense des intérêts des enfants Jubilard exhorte Cédric Jubilard à parler. Laurent Boguet finit sa plaidoirie en haussant le ton dans le micro et en s'adressant aussi vers le box des accusés, vers Cédric Jubilard. Il lui dit « Rendez-leur Delphine, rendez-leur Delphine ». Et il veut exprimer là aussi toute la souffrance vécue depuis plus de 4 ans et demi par les enfants Jubilard, qui non seulement sont privés de leur mère, mais qui sont aussi privés d'un lieu, d'une sépulture devant laquelle ils pourraient se recueillir. Et il essaie à sa manière de provoquer peut-être un petit électrochoc dans l'esprit de Cédric Jubilard, qui, selon lui, détient seul le secret de la localisation du corps de sa femme. Le soir, l'avocat général demande une peine de 30 ans de réclusion contre Cédric Jubilard. Ronan Folgoas, comment résumer ce réquisitoire ? Alors Pierre Aurignac, l'avocat général, tente dans son réquisitoire de partir d'une hypothèse de départ qui est l'innocence de Cédric Jubilard. Et partant de là, il va cheminer pour démontrer par l'absurde que Cédric Jubilard ne peut pas être innocent du meurtre dont il est accusé, qu'il y a une série de mensonges, de contradictions, et puis aussi une évidence qui finit par s'imposer, c'est qu'il n'y a aucune raison de penser que Delphine Jubilard a pu sortir vivante de sa maison cette nuit-là, et que, partant de là, si elle n'est pas sortie vivante de sa maison, c'est qu'elle a été tuée, à l'intérieur ou à proximité, l'accusation l'ignore, et c'est là qu'il y a aussi une imprécision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu précisément nommé, on ne sait pas si c'est dans le salon, si c'est dans la cuisine, si c'est aux abords et à l'extérieur ou dans le jardin ou dans la voiture. Il y a cette imprécision, cette lacune aussi qui existe dans l'accusation, mais selon lui, tout laisse à penser que Delphine Jubilard n'a jamais quitté volontairement sa maison vivante la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le jeudi 16 octobre, la parole est aux 2 avocats de la défense. La première à parler est l'avocate Emmanuelle Franck. Elle fustige en résumé une enquête à charge contre Cédric Jubilard et elle a des mots très durs. Une enquête à charge, un dossier vide, des indices inconsistants. Elle va prendre un par un les éléments qui pèsent contre Cédric Jubilard pour mieux les retourner, mieux les tordre, mieux les distordre aussi parfois, pour prouver, démontrer en tout cas que cette accusation décidément est bien fragile et que en aucun cas les éléments sont réunis pour démontrer la culpabilité de Cédric Jubilard. Elle fait son travail pendant 3h30 avec ses méthodes, avec son énergie, avec sa connaissance précise du dossier. Et c'est vrai que à ce moment-là, les gens se regardent et se disent oui, c'est vrai quand même, il y a un doute, c'est l'idée un peu qui se diffuse à ce moment-là. Que dit le deuxième avocat de Cédric Jubilard, maître Alexandre Martin ? Il cherche à l'humaniser. Cédric Jubilard a échoué pendant 4 semaines à donner un peu de lui-même, à donner de l'émotion, du ressenti, peut-être des souvenirs qu'il aurait pu partager avec sa femme disparue. Il n'a rien donné, sinon des réponses évasives et puis parfois qui ressemblent aussi à des mensonges. Et donc là, Alexandre Martin essaie d'inverser la tendance en l'humanisant, en retraçant son parcours de vie, en expliquant que oui, certes, il a souffert pendant son enfance, que oui, certes, il a été un mari peut-être imparfait, un père parfois maltraitant, mais que pour autant, un mauvais mari, un mauvais père ne fait pas forcément un criminel. Et Alexandre Martin, pour essayer de marquer les esprits des jurés, utilise une comparaison puisée dans l'univers du cinéma. Il explique aux jurés qu'ils ne doivent pas être les jurés du Festival de Cannes qui viendraient récompenser le prix du meilleur scénario. Quand la notion d'intime conviction prend tout son sens, aux assises du Tarn, Cédric Jubilard doit s'exprimer pour la dernière fois ce matin avant que les jurés ne se retirent pour délibérer. Ronan Folgoas, au matin du vendredi 17 octobre, dernier jour du procès, la présidente de la cour d'assises du Tarn demande à l'accusé, Cédric Jubilard, s'il veut dire un dernier mot pour se défendre.
Oui, Cédric Jubilard se lève et à cet instant, on attend éventuellement que l'accusé se livre enfin, qu'il explique ce qu'il agite au fond de lui, qu'il crie peut-être son innocence, qu'il ait un mot pour ses enfants, pour son épouse disparue, mais il s'en tient à quelques mots très simples. Il dit « Je tiendrai à dire que je n'ai fait absolument aucun mal à Delphine ». Quelques mots qui tiennent en une phrase, il se rassoit. Et ensuite, la présidente déclare que l'audience est suspendue et que maintenant les jurés vont se réunir pour délibérer et rendre un verdict dans quelques heures. Peu après 15 heures, la présidente de la cour d'assises du Tarn vient annoncer le verdict. Silence absolu dans la salle d'audience. Cédric Jubilard est reconnu coupable du meurtre de son épouse. Il est condamné à 30 ans de prison. Quelques minutes plus tard, devant le palais de justice, ses avocats annoncent qu'il va faire appel. Merci Ronan Folgoas. Cet épisode de Code Source a été produit par Anaïs Godard et Thibault Lambert, réalisé par Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Et le Parisien en podcast, c'est aussi Crime Story. Chaque semaine, une affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.